Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, et nous sommes le 28 octobre. Aïe, 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 confinement en prévision. Couvre-feu avancé à 18h, 19h, ou carrément confinement pendant 15 jours. Alors, le couvre-feu avancé, comment dire ? Au contraire, ça multiplierait les risques. Je vous explique. Quand on a un couvre-feu jusqu'à 21h, vous avez des personnes qui terminent leur travail à 16h30, à 17h, 17h30, 18h, etc., etc. Quand vous fermez un commerce, vous partez de chez vous après 19h. Donc, quelque part, les heures de pointe sont quand même relativement sur un créneau assez large. Donc, il y a des retours de 17h à 20h au domicile. Si vous faites rentrer tous les gens pour 18h chez eux, pour 19h, vous allez resserrer l'espace-temps dans lequel les gens sont obligés de prendre des transports en commun pour rentrer chez eux. Donc au contraire, vous allez les tasser encore plus, parce que quand on regarde ce qui se passe dans les métros, dans les transports en commun, la distanciation, elle n'y est pas. Par contre, vous, quand vous êtes au restaurant, il faut faire de la distanciation et vous n'avez pas le droit d'être à 1 mètre d'une personne en terrasse en train de boire votre bière. On a vu des photos, des vidéos, des brigades braves qui chassaient les consommateurs d'une terrasse alors qu'on était quand même relativement en plein air. On n'était pas dans une atmosphère confinée. Mais bon. Alors, il m'est arrivé un cas personnel hier et je vais vous en parler. Tout de suite, vous allez voir, c'est un truc de fou et vous allez comprendre comment on fabrique des morts. C'est très très grave ce qui se passe. Fin de semaine, vendredi, pour ceux qui me suivent savent que je m'occupe de ma vieille maman de 93 ans, en plus de mes multiples activités, ce qui me fait énormément courir et suscite quand même un certain stress. Bien, cette maman tousse, siffle, c'est une bronchite. J'envoie un mail au médecin en disant, écoutez, pour vous éviter de vous déplacer, ma maman a une bronchite, même l'infirmière qui vient pour des soins a détecté une bronchite, faites-moi une ordonnance. La réponse c'est, compte tenu de la situation, d'abord un test Covid, un test PCR. Bien, ok. Vous appelez le laboratoire pendant 1 heure ne répond pas parce qu'effectivement, ils sont surchargés de travail. Je me déplace, je vais jusqu'au laboratoire, j'arrive à obtenir un rendez-vous à domicile pour que ce test PCR soit fait à domicile pour une personne de 93 ans qui ne peut plus se déplacer. Ok. Donc, le test a été fait hier matin, j'attends le résultat pour savoir positif ou pas, mais peu importe, de toute façon, le fait d'être positif, je vous l'ai dit, c'est simplement d'avoir été en contact, d'avoir fabriqué une immunité, d'avoir été en contact avec un microbe, un virus, un SARS, mais peut-être il y a 6 mois. Bon. Du moment que vous n'avez pas de symptômes de maladie, que vous n'avez pas de fièvre, bon. Alors écoutez-moi bien. La personne, la laborantine, me téléphone, me confirme qu'elle est bien passée, elle me dit, mais pourquoi on fait un test Covid à votre maman? Je lui explique, le médecin, etc. Elle dit, mais c'est fantastique. On est en train, elle dit, rien que nous, un petit labo, on fait 30 tests PCR par jour, facturé 80 €. On est en train de creuser le trou de la sécurité sociale et vraiment, on va au-delà de la ruine parce que ça va nous coûter un pognon de dingue. Et puis on rentre un peu dans la discussion et écoutez-moi bien, qu'est-ce que cette personne me dit? Elle dit, oui, vous vous rendez compte, quand même, j'ai des patients, quand on leur a donné le certificat de décès de leurs proches qui étaient morts à l'hôpital, on leur a dit, vous inquiétez pas, on a mis dessus qu'il était mort du Covid, parce que comme ça, vous n'avez rien à payer, tout est pris en charge par la sécurité sociale. Tac, tac, tac. Voilà. Mot pour mot, voilà ce que m'a dit la personne qui est en contact donc avec des patients décédés à l'hôpital. Je me rappelle que dans les commentaires récents, j'avais des personnes qui m'ont dit, j'ai mon conjoint qui est parti à Lyon, d'ailleurs à l'hôpital pour un pneumothorax, il n'est jamais reparti et on l'a qualifié mort d'un Covid. Une autre personne dans les commentaires, une infirmière m'a dit, je suis dégoûté, il y a une petite mémé de 90 ans qui est arrivée à l'hôpital, évidemment elle était en fin de vie, la pauvre, elle a été trimballée un petit peu dans les étages, et puis elle était positive, vous vous rendez compte? Et puis en fin de compte, elle est morte du Covid, ok? Voilà. Alors ça c'est une chose.
Et c'est assez troublant. Voilà. Vous voyez comme le nombre de morts du Covid explose. Hein. Je vous rappelle quand même que pour l'instant, les morts de la grippe saisonnière, c'est toujours, je crois, 77, 72 morts hein, pour la grippe saisonnière sur 2020, alors qu'il y avait 10 000 en 2017, 2018, 2019. Bref, je referme la parenthèse. C'est pas tout. Vous allez voir. Et c'est dingue tout ce qui m'est arrivé dans la journée, et vous allez vous dire, mais on nous mène quand même en bateau. Début d'après-midi, j'ai l'infirmière qui vient rendre visite à ma maman. Donc, pour des soins, je discute avec elle, je lui explique ce que j'ai découvert, enfin bon, on le savait déjà un petit peu, mais elle me dit, oui, cette infirmière est marocaine, d'accord? Bon. Et elle me dit, je connais des familles qui ont été obligées de se battre avec l'hôpital pour faire effacer la mention Covid, alors que c'était une crise cardiaque, que c'était enfin d'autres problèmes, parce que du coup, et donc, auditeurs musulmans, dès que vous êtes mort du Covid, suspicion, plus de toilettes mortuaires, plus de cérémonies religieuses évidemment, mise en bière, et hop, incinération. Et donc évidemment, dans ma tête, je me suis dit, ah oui, mais je comprends pourquoi toi, infirmière marocaine, tu me parles de cela aussi, parce qu'effectivement, il y a des familles immigrées qui ont eu des décès à l'hôpital, évidemment, mort du Covid, mais si c'est mort du Covid, on ne peut pas rapatrier le corps au bled pour l'enterrement en terre d'islam. Vous voyez? Donc, en fin de compte, sachez-le, si cela vous arrive, soyez très vigilants sur l'intitulé du certificat de décès. Alors évidemment, c'est pris en charge par la Sécu, hein, ne vous inquiétez pas. Une petite crémation, ça ne coûte pas cher, et hop, terminé, débarrassé, et pas de frais d'enterrement. Voilà. Ça, c'est une chose. Je vais vous dire, il est complètement marteau, mais c'est tout ce qui m'est arrivé dans la journée. Hein. Je vais chez mon kiné, qui me dit, ah, monsieur Muller, j'ai pensé à vous. Écoutez, vous savez, on marche sur la tête. J'ai reçu un mail de l'Agence régionale de santé, donc cabinet de kinésithérapie. J'ai reçu un message qu'on nous demandait donc de privilégier le télétravail et le distanciel par rapport au présentiel. C'est-à-dire que donc, effectivement, le kiné doit travailler à distance et ne pas masser ses clients. Voilà. Hein, donc, je veux dire, il y a des gens qui envoient des messages comme ça. On paye des gens dans l'administration pour envoyer des messages là-dedans. Des messages complètement loufoques. Un message classique, si vous voulez, est envoyé en fin de compte à des gens qui n'ont pas le recevoir, parce qu'un kiné, ben, il faut qu'il est masseur, kinésithérapeute, donc il faut qu'il soit en contact avec ses mains de ses patients. Il faut qu'il soit en contact du corps de ses patients. Ça, c'est rien. Deuxième truc, il me dit, mais je me suis aperçu que les poubelles étaient plus ramassées depuis une quinzaine de jours, et c'est bizarre, je trouvais toujours les poubelles pleines, et je ne comprenais pas pourquoi. Et au bout de 15 jours, il reçoit, je crois, un coup de fil du prestataire qui s'occupe pour le Grand Lyon de l'enlèvement des ordures. Les éboueurs ne veulent plus enlever les poubelles de cette allée où se trouve le cabinet de kiné parce qu'ils ont peur d'attraper des microbes et d'attraper le virus. Vous savez pourquoi? Pour la bonne raison. Vous savez que lorsque vous allez vous allonger sur la banquette d'un praticien, même chez le médecin pour une visite, pour une consultation, on vous allonge et donc on tire une grande feuille d'essuie-tout et vous mettez votre corps sur cette feuille d'essuie-tout. Rien de spécial. Hein. Donc, évidemment, ils n'ont pas prévenu, si vous voulez, ce kiné. Donc il dit, moi je ne savais pas. Bon, maintenant il achète des sacs poubelles, il met tout dedans. Alors, évidemment, il balançait ces feuilles d'essuie-tout dans les poubelles. Les éboueurs ont vu ça, ils ont dit, oulala, nous on ne touche pas, il y a du virus. Donc, au lieu de simplement prévenir, c'est seulement 15 jours après qu'ils l'ont prévenu en disant, vous savez, on ne veut plus ramasser vos poubelles pour la bonne raison qu'on a peur d'attraper un virus. Donc, on marche vraiment sur la tête. Hein. Et donc, je redis, j'en ai discuté avec lui, bon, il fait quand même du médical. Mais bien préciser que lorsqu'on est positif, c'est qu'on a fabriqué notre immunité naturelle et qu'on a été en contact avec un microbe, un virus, et que donc du coup, on s'est renforcé. Hein. D'ailleurs, c'est le but d'un vaccin, c'est on vous donne des souches désactivées et pour qu'on vous inocule en fin de compte la maladie à très faible dilution, pour que vous développiez des anticorps et que le jour où vous rencontrez, admettons, le vaccin de la grippe, vous soyez immunisé. Alors d'ailleurs, je me pose une question.
Expliquez-moi, alors que, vous savez, le vaccin chaque année est fait d'après les souches de l'année précédente ou la souche qui est dans l'hémisphère sud. La grippe apparaît dans le continent, voilà, l'hémisphère sud. Hein. Et puis donc on prend cette souche, on la modifie, on l'adapte, et hop, on sort tout de suite le vaccin, le nouveau vaccin pour la grippe 2020. Mais comme en fin de compte, vous apercevez que tout le monde est passé Covid et qu'il n'y a plus tellement de souches de grippe, je ne sais pas ce qu'il va avoir dans le vaccin qu'on va vous prescrire cette année pour la grippe saisonnière, dans la mesure où les mois précédents, c'est-à-dire janvier, février, mars, il n'y avait plus de grippe saisonnière parce que c'était le Covid. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont vous mettre dans ce vaccin. Voilà. Alors, donc vous avez compris comment on peut arriver à avoir des nombres de morts conséquents. Hein. Alors hier, j'entends à la télé, combien il y a 523 morts, mais quelle mort? Et puis après, je vois un texte, c'est vrai qu'on a oublié que c'était l'arrivée de l'automne, il y a des grippes saisonnières, donc il y a des gens qui souffrent d'infection. Hein. Il y aurait 238 morts à l'hôpital et 235 à l'EHPAD. Ça veut dire quoi là? Depuis le, je crois, 16 octobre, on a remis le Rivotril, c'est-à-dire qu'on a euthanasié 235 personnes dans les EHPAD. Je vous rappelle, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, que nous avions 13 000 doses de Rivotril qui étaient passées. C'est-à-dire que dans le total des morts, il y a 13 000 personnes qu'on a exécutées, qu'on a euthanasiées. Ben oui, chaque dose, une mort. C'est une chose. Hein. Donc, je lis également 1 198 693 cas confirmés par PCR. Ce ne sont pas des malades, ce sont des personnes qui sont retrouvées positives. Et alors, si on fait comme à l'équipe de Montpellier de foot, où il y a 12 positifs un jour, on reteste le lendemain et on n'en retrouve plus que 2, ça pose de graves problèmes. Les chiffres sont complètement bidonnés. Quoi qu'il en soit, évidemment, là on assiste avec cette rentrée de l'hiver, de la saison froide, à une recrudescence de personnes aussi malades. Hein. Il ne faut pas se le voiler. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les 1 million de cas, ce n'est pas 1 million de malades, ce sont des gens qui ont été en contact avec un SARS il y a quelques mois. Et dans les 95%, ce sont des gens qui seront bien portants, et dans les quelques cas, ce sont des gens qui auront des symptômes légers ou des symptômes plus graves. Hein. Et c'est surtout les personnes, on l'a déjà dit dans plusieurs vidéos, qui ont des soucis, qui ont des comorbidités, et qui là, évidemment, il faut faire très très attention. Il faut quand même savoir aussi que tous les gens qui sont à l'hôpital, dans les hôpitaux maintenant, nous avons, 5 fois moins de morts. Oui, je veux dire, avant, vous aviez X malades, vous aviez un pourcentage de morts, et maintenant, vous en avez 5 fois moins parce qu'on s'est mieux maîtrisé. Quand on vous dit on est dans les services d'urgence, on n'est pas intubé. Hein. On vous met simplement de l'oxygène. L'intubation, c'est seulement pour 30% des malades vraiment graves. Hein. Donc, il y a des gens qui vous balancent des trucs sur Facebook en vous montrant ce que c'est qu'une intubation. Ben oui, vous avez un tuyau, puis pendant 15 jours, 3 semaines, vous êtes immobilisé, vous avez des sondes de tous les côtés, et ça doit être quelque chose d'affreux à subir. Hein. Mon Dieu, je ne le souhaite pas, même à mon pire ennemi. Hein. Voilà. Mais alors, comment comprendre que le ministre de la Santé et Sanofi refusent de livrer l'hydroxychloroquine à l'IHU de Marseille? C'est-à-dire pour qu'il n'y ait plus de preuves que ça marche avec le traitement du docteur Raoult, et donc on coupe les approvisionnements. Vous voyez, parce que je vous rappelle quand même qu'il y avait une surmortalité dans les EHPAD de 2% en région marseillaise, sous traitement Raoult, et qu'il y avait une surmortalité de 60% en région parisienne, avec aucun traitement et plutôt de l'euthanasie à la clé. Donc il faut sortir de l'engrenage de mesures absurdes et destructives. Nous devons revenir aux fondamentaux de l'état de droit et aux bonnes pratiques sanitaires, effectivement. La cause aussi, c'est l'impréparation. J'ai eu l'occasion de publier, sur l'Italie. Sur l'Italie, face à la seconde vague, le miracle italien. Voilà, hein. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont embauché 6600 médecins et 14 500 infirmiers. Voilà, hein. Avec évidemment des campagnes pour le port du masque dans des lieux publics et leur distribution à un tarif plafonné. Voilà, donc c'est de la folie et enfin, il faut quand même se rappeler quand on vous parle d'hydrochloroquine. Et j'ai un collègue qui a fait des recherches, il avait fait des publications en mars, avril,
sur le plaquenil, hein, l'hydrochloroquine, parce que c'était interdit. Ah, mon Dieu, c'était dangereux. Et puis il avait retrouvé des chiffres qui, mystérieusement, ont disparu, qui ne sont plus accessibles. Et il a regardé ses anciennes publications Facebook avec les liens qu'il avait publiés, et ces liens supprimés. Il faut savoir qu'il y a eu 120 millions de doses de plaquenil vendues en 2019 sans ordonnance. Sans ordonnance. 120 millions de doses. Et on ose venir vous dire, oui, ça peut être dangereux. Et pourquoi on l'a laissé en 120 millions de doses, vous vous rendez compte? Enfin, bref. Bon, vous voyez, ça me trouble, cette histoire de... Et on va encore bloquer les gens pour l'insuffisance, l'incompétence. Regardez ce qu'ont fait les Italiens pour renforcer les équipes. Et je vous l'ai déjà dit la dernière fois, Macron nous avait dit on sera prêt pour la seconde vague, le 14 juillet, et il ne l'a pas fait. Alors j'avais un petit texte, et puis je vais vous venir à quelque chose d'important aussi. Je suis tombé sur un texte d'un monsieur qui était haut placé dans le gouvernement Sarkozy, je crois, Maxime Tandonnet, et il nous dit l'INSEE a publié une étude comparative sur la courbe des décès en France dans le contexte du Covid. Elle montre que grosso modo, la France ne connaît pas une explosion du nombre de morts. En tout cas, rien ne ressemble à la vision d'apocalypse que suggèrent les médias et la classe dirigeante du matin au soir. L'encombrement des services d'urgence hospitaliers impose la plus grande prudence et la plus grande vigilance. Il y a un appel à la sagesse des Français. Mais rien au monde ne justifie aujourd'hui la suspension des droits et des libertés fondamentales et de la démocratie qui caractérisait la France depuis le 24 août 1944. Reconfinement, couvre-feu généralisé, ne baignons pas dans l'hypocrisie. Faut-il tout arrêter, tout bloquer, tout brader, nos principes, nos valeurs, notre liberté d'aller et venir, de penser, de vivre, pour soi-disant sauver des vies? Mais alors pourquoi ne pas interdire le tabac qui fait 80 000 morts par an, 2 fois plus, 3 fois plus que le Covid, et l'alcool presque autant? Cumulés sur des années, l'alcool et le tabac tuent infiniment plus que n'importe quelle maladie. Pourquoi ne pas en finir avec la circulation automobile, 5000 morts, et 3 fois plus de personnes handicapées à vie, etc., etc. En raison de grands intérêts économiques, évidemment. Mais alors de quel droit détruire l'économie française, sa restauration, son tourisme, la vie de milliers de petits artisans au nom de la supposée lutte contre le Covid, le sacrifice délibéré de tout un pan de l'économie est l'une des pires aberrations de l'histoire. L'étranglement d'une classe d'âge de 18 à 35 ans, jetée dans l'affaire du chômage de masse, du désœuvrement, de la solitude, c'est bien de cela qu'il retourne. Cela souligne toute la folie de la logique qui est en cours. Le suicide est la première cause de mortalité des jeunes. Au prétexte supposé de sauver des vies, on produit une vaste dépression qui se traduira par une explosion de désespoir et de suicides physiques ou sociaux. Le serpent de la bêtise et de la lâcheté se mord la queue. L'objectif de cette grande plongée dans la démence sous l'effet de la peur. L'objectif de cette grande plongée dans la démence d'une société sous l'effet de la peur. Obtenir toujours davantage de soumission, un troupeau servile qui suit le chemin tracé pour lui dans un grand bêlement de satisfaction. Voilà, donc Maxime Tandonnet, qui a été, je crois, conseiller de Sarkozy. Bon, alors je vous dis tout de suite aussi, j'ai une bonne nouvelle, une très mauvaise nouvelle pour moi, je suis bloqué 30 jours sur Facebook. J'avais publié mon dernier partage, c'était il y a 3-4 jours, c'était marqué, comment dire, j'avais repris Mediapart titrait Buzyn a pris de la chloroquine. Bon, beaucoup de personnes, je vous en ai parlé, ont pris de la chloroquine, M. Estrosi, une députée du Var, etc., ont été soignés avec chloroquine au printemps. Voilà, et il s'est bien dit que même des grandes personnes qu'on voit à la télé casser du sucre sur la chloroquine en avaient pris. Bon, et bien, une publication que j'ai reprise qui était sur Facebook. Ce n'est pas moi qui ai posté des vilaines choses. Je l'ai reprise, je l'ai partagée, j'ai trouvé qu'il y avait un intérêt ou une certaine ironie, et pour ça, je suis bloqué 30 jours. Il semblerait que ma publication précédente aussi ne plaisait pas. J'avais osé publier non pas la vraie photo de la tête du décapité, mais une photo floutée par respect, mais simplement il y avait quand même un souci d'information. Je n'ai jamais été prévenu que ça contrevenait, ça ne respectait pas les principes de la... Ça ne respectait pas les standards de la communauté. Là, je n'ai même pas eu d'appel, rien. Personne ne m'a envoyé de message. Et là, toc,
je parle de buzane, de la chloroquine, tout. Alors, il faut savoir, en fin de compte, que vous assistez franchement, parce que mon collègue m'a dit, j'ai essayé de retrouver les sources pour les doses de chloroquine, je ne les retrouve plus. Il y a eu un grand lessivage de toutes les archives qui pouvaient permettre de se faire son libre arbitre et de trouver des informations. Vous voyez, si vous cherchez maintenant vente de chloroquine en 2019, vous ne trouvez plus, c'est indisponible. Voilà. Alors donc, je suis très très inquiet. On va au suicide économique. Là, je peux vous dire que c'est de la folie. Bon, si vous voulez, économiquement, tous nos précédents dirigeants nous ont mis dans une mer de noir. Hein. Chaque année, c'est de pire en pire. Plus de chômage, plus de pauvres, plus d'immigration, plus d'insécurité. Nous ne pouvons pratiquement plus croire dans les partis qui se sont succédés aux différents gouvernements. Sont-ils vraiment incompétents ou font-ils vraiment exprès, hein, dans le cadre d'un plan défini à l'avance qui pourrait s'appeler le nouvel ordre mondial. Nous sommes des pantins qu'on tue à petit feu. Hein. Vous avez la malbouffe, la médecine empoisonnante, un conditionnement mental, bientôt une injection pour mieux vous contrôler. Il est bon quand même de rappeler que 1% des plus riches détiennent 2 fois la richesse de 92% de la population mondiale. Ce sont toujours les ouvriers que l'on taxe pour combler le déficit de l'État, et non pas les multinationales. On n'arrive pas, les fameuses GAFA ou les GAFAM, on n'arrive pas à leur faire payer un vrai impôt sur les bénéfices qu'ils font. On dépense des milliards pour sauver l'aéronautique, l'automobile, et puis on donne généreusement 1 500 € pour le petit artisan. Voilà. Toujours faire travailler encore plus les pauvres au profit des plus riches. Bientôt, je pense qu'il y aura des saisies sur les comptes bancaires des petits pour récupérer de l'argent pour combler la faillite des banques. Hein. Ça, j'en suis persuadé. Donc voilà, je suis relativement... Tiens, je vois une affiche, Planète 360. Les chiffres sont bidons. On reçoit des personnes qui ont des leucémies, qui décèdent avec des traces de Covid. On va les déclarer morts du Covid. Vous voyez? Donc, il y a une grosse partie des chiffres. Donc, vous voyez, quand vous discutez avec des gens, qu'est-ce qu'on me disait? Ah oui, hier, je discutais justement de mes soucis, là, de tests PCR et tout, et puis une dame me dit, mais vous vous rendez compte, il y avait une gamine de 4 ans qui avait juste une gastro, enfin, qui avait une diarrhée et tout de suite, on va lui faire un test Covid, etc., etc. Non, mais c'est de la folie, hein, c'est de la folie. Enfin bon, je rappelle quand même que j'ai eu l'occasion de diffuser une vidéo de Douste Blazy qui balance sur les scandales des labos et l'hystérie contre Raoul et qui dit, dès 2004, on avait prévu un plan, quand j'étais ministre sous Chirac, préparé, donc si jamais il y a une pandémie, comment on fera, ils avaient tout projeté. Et en fin de compte, la haute administration avait conçu un super plan, etc., pour prendre des précautions, si ça devait arriver, hein. C'est très très bien, hein, bravo. Tout a été oublié, c'est-à-dire personne n'en a tenu compte, ils sont là. Oh, c'est des trucs qui datent de 10 ans, allez hop, tu mets aux archives, tu mets au broyeur, on s'en tape. Et puis en fin de compte, le nouveau monde de Macron, eh ben, c'est l'impréparation la plus totale. Voilà, hein. C'est tout, c'est comme ça. Hein. Donc, c'est de la folie, quoi, je veux dire. Voilà, donc c'est gravissime. Dans quelques jours, plus de médicaments à l'IHU pour soigner l'IHU de Marseille. Voilà. J'avais l'occasion de poster aussi une vidéo avec le professeur Parola sur Sud Radio. C'est très très malheureux. Alors, allez, on va passer vite fait sur 30 secondes. J'ai le laboratoire qui me téléphone, 30 secondes. Me revoilà, donc j'ai répondu au laboratoire qui m'a appelé. Qu'est-ce que me dit le laboratoire? Le test de ma maman, faible positif. Alors, on ne sait pas, il faut attendre que la Sécu vous appelle. Dois-je me faire tester? On ne sait pas. C'est la sécurité sociale qui me dira peut-être de prendre contact avec le médecin traitant. Voilà. Hein. Alors, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Voilà. Le problème, c'est que j'espère que si le médecin traitant fait venir les urgences et fait expédier ma mère à l'hôpital, je suis
pratiquement certain à 99% qu'elle ne reviendra jamais. J'en prends le pari. Bon, je close cette histoire personnelle. Un petit sentiment, bah tiens, l'ordinateur est ouvert. Si je vous dis vous êtes des bâtards, vous êtes des fils de chiennes, eh bien c'est un tweet du vice-ministre de la culture turque adressé à Charlie Hebdo. Ça vient de sa part apparaître, toujours sur Planète 360. On va juste faire un tout petit saut sur l'actualité turque, franco-turque, le match. Je tiens quand même à vous rappeler ce que je vous disais la dernière fois, que l'Arabie Saoudite, les Émirats, les pays du Golfe et l'Égypte boycottent les produits turcs. Toujours cet antagonisme, frères musulmans, wahhabites. Les wahhabites aident l'Égypte et de l'autre côté, vous avez le Qatar et la Turquie. Je repositionne. Donc effectivement, la Turquie appelle au boycott des produits français, mais pas seulement pour les caricatures, mais parce que, quelque part, on gêne. Si vous voulez, on a été opposés en Libye. Il semblerait qu'avec leurs mercenaires qu'ils envoyaient, ils aient plus rapporté la donne par rapport à l'armée que l'on soutenait. Je crois que la France soutenait le maréchal, comment il s'appelait, Haftar, et eux soutenaient un autre mouvement. Donc voilà. Et puis, n'oubliez pas que l'on soutient quand même l'Arménie, on soutient la Grèce, et évidemment, ça ne plaît pas à la Turquie qui se trouve engagée sur plusieurs fronts. Et voilà. Et en fin de compte, vous apercevez une chose, c'est que la Turquie s'en prend à nous, mais on s'en prend, si vous voulez, à la France pour des caricatures. Je vous ai déjà les caricatures. Franchement, il y en a peut-être, pour moi, il y en a peut-être une sur 10 qui est à peu près, qui me fait sourire, mais les autres, je les trouve nuls à chier, vous voyez. Bon. Mais pourquoi on s'attaque à la France? Parce que nous sommes faibles, car nous sommes un pays où nous ne cultivons pas le nationalisme, le patriotisme, vous voyez, mais plutôt le mondialisme. Vous allez parler vous allez dire des choses, admettons, sur la Turquie ou sur l'Algérie, etc., etc. Vous allez avoir les gens qui vont descendre dans la rue avec leur drapeau, fortement mobilisés, faisant bloc derrière le chef de l'État pour montrer leur soutien et leur fierté d'être algériens, turcs, etc., etc. Ils sont souverains. Nous, on est mondialistes, c'est ouvert, on est laxistes, etc. Tout le monde rentre, fait ce qu'il veut. Et voilà. Donc, vous apercevez qu'en fin de compte, on ne s'attaque pas à la Chine. La Chine a des communautés musulmanes qu'elle maltraite, qu'elle déplace, qu'elle éventuellement met dans des camps. Et c'était aussi, il y avait un petit souci pareil aussi avec la Birmanie, où il y avait effectivement des populations birmanes qui s'en prenaient par cette peur de l'islam, et pour préserver leur identité, ils s'en prenaient aussi à des musulmans. Donc, des musulmans qui, il y a 50 ans, avaient été emmenés par les Anglais et qui, du temps de la colonie, et enfin bon, il y avait un antagonisme, etc. Mais voilà, c'est-à-dire que la Turquie ne s'attaque pas aux pays qui font vraiment du mal aux musulmans. Nous, il y a des caricatures. Sinon, on distribue des allocations, etc. Tous les gens sont là, tout le monde touche de l'argent. Il y en a même qui, avec toutes les aides et tout, arrivent à construire une maison au bled, et en touchant RMI, allocation, etc. Ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Tant mieux. Mais voilà, nous on distribue de l'argent. Et vous avez des pays, comme je dis, surtout des pays asiatiques, voire même la Russie aussi, la Chine, et ces gens-là maltraitent, mettent éventuellement des musulmans dans des camps ou les transfèrent dans des zones différentes, désertiques, etc. Mais là, bouche cousue, vous voyez, il ferme son caquet, il s'attaque à des plus faibles, voilà. Et vous voyez exactement là comment ça se passe. Donc, vous étonnez pas, ils ouvrent tous leur grande gueule là. Vous voyez des tas de drapeaux français qui sont brûlés, mais ils vont plus manger nos fromages. Ça tombe bien, nous on a le confinement, on va stocker des tas de papier toilette et puis du fromage, et puis du Babybel, et de la vache qui rit. Enfin bon,
je termine juste pour un message, c'est marqué. Alors, il faut quand même se rappeler aussi que quand on parle des associations islamistes, frères musulmans, etc., l'Union européenne a quand même versé 36,5 millions aux associations islamistes depuis 2014. Franchement, on verse de l'argent à des associations pour en fin de compte prêcher un certain séparatisme, un État dans l'État. Enfin bon, je ne vois pas l'intérêt. Enfin bon. Alors là, on va basculer par mail un message d'un musulman suite à l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Alors, est-il véridique? Je le pense quand même, mais bon, simplement pour bien vous positionner et bien mettre les idées en tête. Nous sommes au moins 12 millions de musulmans vivant en France. Notre nombre grandit vite par notre démographie naturelle, nettement supérieure à celle des indigènes, donc les Français et les Gaulois, et par le flot constant de nouveaux arrivants réguliers et clandestins, au moins 400 000 par an. C'est pas faux. Nous sommes implantés dans des zones de plus en plus nombreuses et étendues, où c'est notre loi islamique qui s'applique. Nous sommes déjà en pays d'Oumma. Nous ne cherchons pas le séparatisme pour ces zones qui sont déjà autonomes. De fait, ce sont nos bases arrières et nos zones refuges où nous sommes les maîtres et d'où nous diffusons notre action autour de nous pour établir le califat français. De plus en plus de petites agglomérations où nous étions quasi absents il y a peu connaissent elles aussi leur quartier islamique. Nos emprises s'étendent. Demain, la France sera musulmane. Voilà. J'ai vu une citation trouvée sur un post, sur un site. En France et en Europe, il n'y aura pas de terre partagée entre musulmans et non-musulmans, entre Africains et Européens. Il y aura un vainqueur et des centaines de millions de morts. Le reste n'est que littérature. J'ose espérer que ça n'arrivera pas. Mais bon, vous savez, comment dire, il faut quand même, dans les relations, se faire respecter. Et si vous vous montrez faible, automatiquement, eh ben, on a tendance à venir vous dominer. Vous voyez, des peuples forts, on n'en marche pas sur les pieds. Des peuples faibles, eh ben, on arrive chez eux. Voilà, vous avez des tas de personnes qui arrivent, qui débarquent en France. On a droit à des allocations, on a droit de la formation, etc. J'ai déjà dit. Et donc, c'est un truc de fou, quoi. De fou. Enfin bon, comment, si moi je vais dans un pays étranger, je vais arriver, je vais dire, ben voilà, j'ai quitté la France, je viens m'installer, qu'est-ce que vous me donnez? Est-ce que je pourrais avoir un appartement? Et voilà, je voudrais faire venir ma femme, mes enfants. Comment je vais m'en sortir? Vous me payez une formation pour apprendre la langue, pour apprendre à travailler. Je sais pas. Et nous, on paye. C'est tout. C'est pas une question de... Même pas de religion. Voilà, je veux dire. C'est... Non. Enfin bon, c'est nous qui payons. Hein. Et comme il n'y a plus d'argent... Attention, il y a beaucoup de dépôts. Il y a des millions et des millions et des millions et des millions de milliards d'argent déposés sur les livrets et sur les assurances vie. Attention, ça va être très chaud. Je l'aurais dit hein, après. Bon, écoutez, je vous laisse. Je vais m'occuper de voir la sécurité sociale, ce qu'elle va me dire. Si moi aussi, il faut que je fasse un test. Bon, on verra. Et puis, je vous dis à très bientôt. Alors, je vous rappelle, si vous pouvez aller... quand vous aurez vu cette vidéo, vous la partagez sur votre page Facebook, partagez-les surtout dans les groupes, parce que moi je partageais dans 50 groupes, et je ne peux plus partager pendant un mois. Par contre, ça va être long pendant un mois. Donc s'il vous plaît, partagez sur vos pages, dans les groupes, et je vous demande éventuellement de, au moins dans les 10 premiers, ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, vous pouvez, j'ai fait un test, un collègue à moi m'a partagé, j'ai indiqué sur ma page Facebook, il a bien voulu, je ne sais pas si c'est visible, mais j'ai partagé le fait que j'étais bloqué, quoi, j'ai été censuré par Facebook, donc ça apparaît encore. Voilà, je vous informe que le compte de Franck Muller est bloqué pour 30 jours pour avoir diffusé des photos qui étaient prises sur Facebook. Hein. Donc éventuellement, pour les 3-4 premiers qui voudront le faire, vous allez reprendre cette vidéo
et vous avez de votre compte la partager sur, sur ce qu'on appelle partager sur le journal d'une amie, et vous remettez ma vidéo, voilà, si vous voyez qu'elle est déjà partagée 3 ou 4 fois, c'est bon, c'est plus la peine. Si vous voulez mettre des messages de soutien sur ma page Facebook, vous pouvez mettre des messages de soutien, ça fera toujours plaisir. Parce qu'un mois, ça va vraiment être très 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 long. En tous les cas, je vous remercie. Bonne continuation, soyez prudents. On attend ce que le président va nous dire, je pense. Attendez, c'est quoi, 15 jours de confinement ou 4 semaines? J'ai un blanc là. J'ai un blanc, mais voilà, préparez-vous au confinement. Donc, va falloir vite faire les courses, remplir un petit peu les frigos, les placards, et puis voilà. Eh bien tiens, ça me donne des idées. Je vais peut-être aller faire quelques courses, parce qu'il faut que j'aille acheter à manger pour ma vieille maman aussi. Et oui, pour chez moi, ma femme s'en occupe, mais il faut que je m'occupe de remplir les placards chez maman. Et oui, c'est dur, c'est dur. Je souhaite à personne. Fils unique. Hein. Ah bah alors, fils unique, franchement. Sur ce, je vous adresse toute mon amitié dans ces temps difficiles. Et puis, à très bientôt. En tous les cas, écoutez, partagez, allez sur ma page Facebook, mettez des annotations, faites comme bon vous semble. C'est tout. Allez, merci en tous les cas. Et soyez prudents. Au revoir.